C'est le 200e épisode de ce podcast et je dois avouer que je ne l'avais pas vu venir. C'est seulement la semaine dernière, en diffusant l'épisode 199 avec Emmanuel Piquet, que j'ai réalisé. Je me suis dit, waouh, 200 épisodes. J'ai eu envie de célébrer comme je l'avais fait pour l'épisode 100 et pour l'épisode 150, mais je savais pas vraiment quoi faire. Je voulais faire quelque chose de spécial qui vous soit utile à vous, auditeurs, auditrices. Et en même temps, j'avais pas trop de temps non plus parce que je suis hyper chargée en ce moment. Donc, je me suis dit, allez, t'as déjà des épisodes d'avance qui sont prêts, laisse tomber, ce n'est rien, c'est juste 200 épisodes, c'est qu'un numéro. Et en fait, je me suis vue en train de faire exactement ce que j'accompagne à ne pas faire souvent, c'est-à-dire de banaliser les événements, banaliser mes compétences ou banaliser mes réussites. Donc, voici cet épisode et finalement, c'est peut-être ça, 200 épisodes, c'est peut-être juste parfois faire quand même, mais faire comme on peut. Donc en commençant à écrire le script, sans idée claire au départ, j'ai eu une petite vague d'émotions et aussi envie de regarder dans le rétroviseur, parce que je me suis dit que 200 épisodes, donc ce n'est pas rien, c'est un certain nombre d'écoutes. Les épisodes les plus courts font une vingtaine de minutes et d'autres dépassent l'heure. Donc ça veut dire que si vous les écoutez non-stop depuis le premier épisode, 24 heures sur 24 sans vous arrêter, vous en avez environ pour 4 ou 5 jours. Du coup, je me suis demandé ce que dirait la moi de 2019 si elle savait où elle en serait en 2026, c'est-à-dire 7 ans plus tard. Ouais, 7 ans. J'avais même pas réalisé d'ailleurs que le podcast aurait 7 ans le mois prochain. On va dire que cet épisode, c'est vraiment l'épisode qui fête l'épisode 200 et les 7 ans du podcast. Je vais pas en refaire un autre le mois prochain. Mais voilà, j'avais envie de revenir un peu, de me demander, en 2019, qu'est-ce que j'aurais pensé si on m'avait dit qu'en 2026, le podcast courrait toujours et que j'en serais à 200 épisodes. En 2019, quand j'ai commencé le podcast, j'étais à 6 mois du burn-out dont j'ai parlé dans l'épisode 51. Donc, c'était 6 mois avant. Je ne savais pas que j'allais faire un burn-out. Je crois que plein de choses étaient en mouvement depuis quelques années. Je commençais à questionner un peu mon rapport au travail, à qui j'étais, de quoi j'avais vraiment envie profondément. Et je pense que créer ce podcast, c'était une sorte de premier acte d'audace ou d'émancipation, l'idée de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et de partager en dehors des injonctions et des impératifs professionnels. Et je pense que c'est pour ça que je tiens et que je persévère depuis 7 ans, c'est parce que ce podcast, c'est un petit peu mon espace de créativité, mon espace d'expression et mon espace de liberté finalement. Et quand j'ai choisi de devenir prof des écoles à 20 ans, c'était aussi pour ça, pour la liberté que je pensais que ça allait m'octroyer, la liberté de faire ce que je veux dans ma classe, dans ma pratique, de pas être obligée de choisir entre telle ou telle matière, mais de pouvoir tout faire. Je pense que c'était quelque chose d'important pour moi et ça a été source de liberté, source de créativité. Je me suis vraiment sentie libre dans ma classe, d'expérimenter, de faire les choses à ma façon, de tenter des nouvelles choses, voilà. Et ça m'a longtemps comblée, ça m'a porté toute la durée de ma carrière en classe, en tout cas. Je pense que je n'ai juste pas su m'écouter à certains moments et m'écouter dans tout ça pour savoir quand est-ce que ça m'allait, quand est-ce que c'était trop, quand est-ce que je pouvais lever le pied. Et je me suis sûrement épuisée en ne distinguant pas où était mon espace de liberté et où se trouvaient les limites et les carcans et les obligations, et tout était un peu confondu. Un des événements qui a commencé à me faire réfléchir à mon rapport au travail, c'est un accident domestique que j'ai eu en 2016. Je sais plus si je vous l'ai déjà raconté dans le podcast. J'ai la flemme de réécouter pendant 5 jours tous les épisodes pour vérifier. Mais voilà, en tout cas, je faisais des travaux chez moi. Et sans entrer dans les détails pour ne pas vous faire tourner de l'œil, et sans faire de mauvais jeux de mots, vous allez comprendre, je me suis blessée à l'œil. Et pendant que j'attendais les pompiers, j'avais demandé à mon mari d'appeler ma collègue
pour qu'elle clôture ma commande de classe pour la rentrée. On était fin juin et donc j'étais, sur mon canapé, littéralement en train de perdre mon œil, mais je le savais pas forcément tout de suite, en tout cas. Et ma priorité du moment, c'était j'avais l'œil fermé, je me tenais l'œil, j'attendais les pompiers, c'était: «Il faut absolument, que tu appelles Élodie pour lui dire, qu'il faut qu'elle, clôture ma commande, voilà mes codes» et cetera, pour que ma commande soit bien passée avant la rentrée. Donc quand j'y ai réfléchi, je me dis: «Ah, c'est vraiment, étrange et parlant». D'ailleurs, c'est en y repensant bien plus tard que quand j'ai compris, les séquelles que je garderais de cet accident, que j'ai repensé à cette scène et elle m'a semblé après coup assez, symptomatique de mon rapport, au travail, enfin de la place que le travail, occupait, dans ma vie et de comment je priorisais les choses. Et même si aujourd'hui je questionne toujours ce rapport au travail et que je le remets en question régulièrement pour m'assurer que tout est bien à sa place ou que tout va comme je veux, ben, maintenant que je suis à mon compte, je pense que je mentirais si je disais que le travail, il avait complètement changé de place. Bien sûr que c'est toujours, important dans mes préoccupations et qu'il y a sûrement des moments comme ça où, je lui laisserai une, grande place ou une trop grande place, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis, ce qui a changé, c'est que j'ai réfléchi. Là, je crois que réfléchir, c'est ma passion dans la vie, avec parler. Mais, j'ai trouvé des grilles de lecture, j'ai compris, que ça pouvait à la fois me nourrir et aussi m'épuiser. J'ai mieux compris comment réajuster, comment équilibrer, comment, m'écouter et je pense que c'est ça les clés, en fait. C'est pas, de fixer une place au travail dans ma vie et de dire que le travail doit avoir telle ou telle place ou que je dois faire telle ou telle chose, c'est de pouvoir, m'écouter et faire en fonction de qui je suis, comment je fonctionne, de ce qui me nourrit, ce qui me plaît, à quel moment c'est trop et de savoir prendre ce recul qu'à l'époque je ne savais pas prendre et que je ne prenais jamais, que j'avais jamais re-questionné. Et finalement, c'est vraiment ce qui m'anime, ces dernières années, c'est d'accompagner et de partager justement les clés de cette, sérénité professionnelle, de, hem, cette prise de recul et évidemment, si vous m'écoutez depuis longtemps, vous avez compris que quand je parle de clés de la sérénité, c'est pas spécialement des secrets ou des recettes, à appliquer qui fonctionnent à tous les coups. Hem mais c'est plutôt l'idée de partager ce qui va, vous aider à prendre du recul, à regarder les choses autrement, à mettre les choses en perspective, à trouver de l'apaisement et de la sérénité dans votre quotidien, professionnel, que ce soit un quotidien de prof ou pas, mais souvent c'est des profs quand même. Et même quand c'est tumultueux, même quand c'est rude, même quand c'est agité, mais comment on peut s'octroyer cet espace en fait de prise de recul, hem, pour, heu, pour mettre les choses à distance quand il y a besoin de le faire. Donc le podcast là, il a 7 ans et moi ça fait 6 ans que je coach, que je suis coach professionnel et que je coach quasiment que des profs, mais pas que. Et avec je pense presque 500 heures de coaching, plus d'une centaine de profs coachés ou mentorés, ben, j'ai vraiment compris que la sérénité, c'était ce que les profs recherchent le plus. Dans toutes les demandes de coaching, ce qu'il y a derrière, c'est une recherche de sérénité. Donc ça va être de la sérénité mentale et elle est recherchée dans plein de situations différentes. On peut rechercher de la sérénité, mentale dans le cadre d'un changement qu'on vit, un changement de poste, un changement d'école, un changement de niveau ou même sans changer d'ailleurs. On a peut-être parfois besoin de retrouver de la sérénité parce qu'on pense trop au travail, qu'on y pense tout le temps et que, on a besoin de pouvoir faire autrement ou qu'on a besoin de se rassurer. Enfin bref, quels que soient les sujets, c'est souvent cette recherche de, sérénité, mentale qui va, mener les profs à chercher en tout cas et à venir me voir en coaching, mais à chercher, des réponses, des solutions, des questionnements. Et donc même quand ce mental est en ébullition, même parfois quand c'est flou et que c'est ce flou-là qui fatigue, ben c'est ce besoin de sérénité mentale ou de sérénité, dans son quotidien qu'on a besoin de retrouver. Parce que quand on est prof,
même quand on est entouré. Parfois, on est entouré, on a des super collègues, une super équipe, on a sa famille, on a ses amis. Il y a quand même plein de moments où on se retrouve seul avec ce qui nous préoccupe et les collègues ou l'entourage n'ont pas forcément, toujours les réponses, n'ont pas forcément toujours la capacité à écouter. Hem Et parfois, c'est tellement flou dans nos têtes qu'on n'arrive même pas à formuler notre besoin ou, à l'exprimer. Parfois, c'est tellement émotionnel qu'on n'arrive pas à voir et à dire. Et donc au fil de tous les accompagnements que j'ai faits, depuis 6 ans, j'ai identifié au final 4 piliers, importants pour vous aider à retrouver ou maintenir, de la sérénité quand vous en avez besoin et kiffer votre quotidien de prof malgré les aléas, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, même quand il y a des imprévus. Et ce sont les 4 piliers que j'ai mis dans le programme, Kiffe ta vie de prof. C'est vraiment la conscience de soi, parce que la conscience de soi, c'est vraiment l'idée d'apprendre à s'écouter, de pouvoir, écouter ce qu'on ressent, nos besoins. On a tendance parfois à mettre nos besoins physiologiques de côté. C'est apprendre à s'écouter. Le deuxième pilier, c'est la connaissance de soi, c'est-à-dire mieux connaître son mode de fonctionnement, mieux connaître son identité, mieux connaître ses forces, mieux connaître ses compétences pour pouvoir réajuster en fonction de soi, en fonction de ce qu'on connaît de soi. Le troisième pilier, c'est l'intelligence émotionnelle, l'idée de développer ses compétences émotionnelles pour savoir tenir compte de ses émotions, pour pouvoir les comprendre, les écouter, les sous-titrer, les utiliser au profit de ce bien-être personnel et professionnel au quotidien. Et le dernier pilier que j'ai identifié dans tous les accompagnements, c'est euh, l'organisation et l'équilibre de vie. Et là, l'idée, c'est de réussir à prendre du recul sur sa productivité, sur l'utilisation de son temps, sur son rapport au travail et comment on va réussir à construire un équilibre de vie qui nous convient à chacun et qui est évidemment différent d'une personne à l'autre. Et du coup, là, je vous ai parlé des 4 piliers, que j'ai identifiés ces dernières années, que ce soit dont je vous parle régulièrement, en filigrane dans le podcast, qui sont, dans mes accompagnements. Et là, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre juste un petit temps pour vous dire, par rapport à ces piliers-là, par rapport à, mes compétences émotionnelles, l'organisation, et l'équilibre de vie, la connaissance de soi et de son mode de fonctionnement et de qui on est, de comment on fonctionne, etc. Ou la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité à savoir s'écouter. Si vous vous demandiez, quel est le pilier sur lequel, en ce moment, vous auriez le plus besoin de travailler, ou sur lequel vous auriez besoin de remettre un petit peu d'attention et d'intention. Voilà, je vous propose juste de prendre un petit temps là pour dire voilà, et moi? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je me connais bien? Est-ce que mon organisation, ma productivité, l'équilibre, de vie me convient? Ou est-ce que, j'ai l'impression de savoir faire avec mes émotions et de leur faire, une place, dans ma vie professionnelle et de savoir les utiliser à bon escient? Donc ce sont pour moi vraiment les piliers dont les profs, parce que vous êtes des profs, mais en réalité tous les professionnels, ont besoin pour pouvoir, durer, en plus de leurs compétences métiers, c'est-à-dire en plus de la pédagogie, en plus de la didactique. Pour moi, il y a vraiment ces 4 piliers-là à travailler et c'est vraiment ce qui manque cruellement dans l'accompagnement et dans la formation continue, et institutionnelle, j'ai envie de dire, des profs. C'est ces espaces de prise de recul, ces espaces de coaching, ces espaces d'analyse de pratique. On en parlait dans l'épisode précédent avec Emmanuel Piquet. C'est ces espaces où on va pouvoir prendre du recul sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ressent pour pouvoir réajuster derrière. Et je reviens sur la personne que j'étais en 2019, au moment où j'ai créé le podcast. Je pense que j'étais une prof passionnée, une prof investie, et ça me fait penser aux archétypes de profs que j'ai créés et que vous pouvez trouver dans mon livre Enseigner selon son profil à la page 112 pour ceux qui l'ont.
et ben j'étais un peu de tous ces archétypes-là, et chaque archétype a joué un rôle différent. C'est-à-dire que j'étais l'archétype de la prof passionnée et investie, où voilà, où tout était organisé pour bien faire mon travail, bien aider mes élèves, etc. Mais j'étais aussi j'étais aussi la prof créative, la prof innovante qui s'est lancée dans la création de ce podcast. C'est celle-ci, je pense, c'est cet archétype-là qui m'a motivée à lancer le podcast. Et je pense que c'est aussi l'archétype de la prof héroïne, qui veut sauver le monde et sauver les élèves, qui a ressenti une perte de sens à un moment donné et une perte d'efficacité par rapport aux objectifs et aux idéaux que je m'étais mis. Et je pense que c'est ça qui m'a menée à l'épuisement. Enfin, en partie ça et d'autres aspects plus perso, mais je pense que c'est en partie ça qui m'a menée au burn-out en 2020. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur les archétypes qui vous traversent, en plus de ce que vous pouvez trouver dans le livre, donc à la page 112, je vous ai mis à disposition le module archétype pour cet été. Et si vous avez envie d'écouter jusqu'à la fin, vous aurez un petit code promo pour y accéder à moindre coût. Déjà, bon, je l'ai mis pas cher du tout, mais en plus, je vous fais un petit code promo pour les auditeurs et les auditrices du podcast. Voilà, c'est mon petit cadeau spécial pour célébrer ce 200e épisode. Je crois qu'il y a quelque chose que j'ai jamais vraiment expliqué depuis le début du podcast, c'est comment j'ai trouvé le titre du podcast. Pourquoi je l'ai appelé Mes trucs de prof. En fait, en 2019, je savais que je voulais faire un podcast, je savais que je voulais m'adresser aux profs, mais j'avais pas envie de choisir entre les niveaux, entre les disciplines, entre les profs, entre les contenus. J'avais vraiment envie de pouvoir dire ce que je veux, quand je veux, et que ça puisse parler à plein de profs, de la maternelle à la fac, pourquoi pas. Enfin, j'avais pas envie de me limiter. Et je voulais vraiment pas me restreindre, je voulais parler de plein de choses, de plein de trucs, mais je ne savais pas encore ce que seraient précisément tous ces trucs. J'allais parler aux profs et tout le monde pouvait s'y reconnaître et j'avais pas envie de me limiter à dire ah ben tiens, les profs d'élémentaire ou les profs du premier degré ou les profs du second degré ou les profs qui débutent ou les profs qui ceci. J'avais vraiment envie que ça puisse s'adresser à tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler ça mes trucs de prof. Mais j'avais pas perçu sur le moment la double lecture du mot truc dans le sens truc et astuce. Et j'imagine qu'aujourd'hui, quand les gens entendent mes trucs de prof, d'ailleurs, ils pensent d'abord que je vais donner des trucs. Et en fait, c'est pas le cas puisque je fais que de poser des questions pour vous faire réfléchir. Mais en même temps, si, il y a quand même quelques trucs qui passent et c'est pas mon intention première, en tout cas. C'est pas, j'ai pas l'intention de juste partager des trucs et astuces qui fonctionneraient. J'ai vraiment cette idée de me dire, prenons du recul, posons-nous des questions. C'est ok de douter, c'est ok de se questionner. Voilà. Et puis parfois, il y a eu des périodes dans le podcast où j'ai parlé beaucoup de pédagogie, d'autres où j'étais plutôt sur du coaching, d'autres où j'étais plutôt sur les compétences psychosociales. Enfin, j'ai vraiment balayé plein de trucs, plein de thématiques, fait aussi plusieurs formats. Et donc, je trouve que ce titre, on peut le questionner, mais il me convient toujours en tout cas parce que je parle toujours de différents trucs et je m'adresse toujours aux profs, même si je sais que aujourd'hui il y a des personnes qui écoutent et qui ne sont pas profs et qui s'y retrouvent quand même. Donc voilà. En tout cas, c'était pour vous expliquer comment est né ce titre de Mes trucs de prof, qui donc n'a rien à voir avec mes trucs et astuces, mais plutôt des trucs non identifiés. Donc il y a 3 jours pour préparer cet épisode, au moment où je savais pas trop encore quelle forme il allait prendre, j'ai demandé en story sur Instagram quelles questions vous me poseriez si vous pouviez m'interviewer. Je sais jamais comment on dit interviewer ou interviewer. Bref, vous avez compris. Et donc voilà ce que vous m'avez envoyé. Donc la première question à laquelle je vais répondre, c'est comment fais-tu pour être si productive ? Eh bien, je ne sais pas.
Enfin si, je sais, mais je me rends pas compte que je suis productive. J'avoue que, je fais des choses un peu comme elles me viennent et je crois que désormais je me connais en tout cas de mieux en mieux et je m'écoute et je suis mes élans, je suis mes envies et j'écoute ma créativité. Donc je fais les choses quand ça me vient. Je me fais confiance. Bon, ça veut pas dire que c'est toujours facile et que je doute pas, hein. Je doute à chaque fois, je doute à chaque épisode, je me pose des questions. Mais en gros, je suis, les élans de mon cerveau. Quand j'ai envie d'écrire un truc, quand j'ai envie de faire un truc, ben je le fais et mon quotidien, aujourd'hui, d'entrepreneuse fait que je peux me le permettre. Je peux me permettre de suivre, mon élan au quotidien dans ma vie professionnelle. Quand j'ai une envie, j'ai envie de créer, je peux le faire en général. Et aussi, je pense que j'accepte de réévaluer mes plans et mes objectifs, c'est-à-dire que je fonctionne toujours avec des objectifs, des plans, j'ai une idée de d'où je veux aller, de comment je veux y aller. Ça me guide, mais en même temps, je suis toujours prête à changer de plan. Et c'est pas grave. Et un peu comme, en classe, on se prévoit un objectif, on prévoit quelque chose, mais en fait, on sait que ça va pas forcément se passer comme ça et on est prêt à réajuster. Donc je pense que je fonctionne un peu comme ça et je fais aussi selon mon énergie du moment, j'essaie de ne plus sacrifier, mes besoins physiologiques, de les écouter le plus possible et de ne pas me mettre en situation d'épuisement, même s'il y a des petits moments de rush ou des petits moments où je vais plus produire, plus travailler, faire plus de choses. Je fais en sorte que de pas rester bloquée là-dedans et d'avoir des périodes un peu de repos ou des périodes pour souffler ou pour refaire des trucs qui me font plaisir. Et de toute façon, chaque semaine, je ne sacrifie pas mes loisirs. Voilà, je vais chanter tous les jeudis, je vois des amis, etc. Alors une autre question qu'on m'a posée, qui m'a un peu surprise et qui m'a fait réfléchir, c'est: quel enfant étais-tu? Hem et quel enfant j'étais? Bonne question, c'est Amandine qui m'a posé cette question. Ben, j'étais une enfant sage, il me semble, plutôt raisonnable, enthousiaste. J'aimais beaucoup, discuter et parler avec les adultes. J'aimais les discussions, profondes, et je crois que c'est toujours le cas, j'ai pas trop changé là-dessus. J'aimais m'immiscer dans les conversations des adultes ou alors les écouter discrètement si je sentais qu'on n'allait pas me laisser écouter. Et je voulais aussi tout faire seule et par moi-même. Voilà, j'essayais des choses. J'aimais beaucoup chanter, danser, inventer des spectacles, des productions en famille avec mes sœurs. Et puis, sinon niveau scolaire, je pense que j'étais plutôt une bonne élève, mais j'en avais pas forcément conscience. Et en fait, mes notes étaient surtout au collège et au lycée, surtout au collège d'ailleurs, mes notes étaient alignées sur ma motivation et sur mon appréciation, des professeurs. En tout cas, mon investissement. Après, voilà, ça fluctuait. Une autre question qu'on m'a posée, c'est: que penses-tu de l'éducation nationale maintenant que tu l'as quittée? Alors ça m'a fait rire comme question, j'ai trouvé ça intéressant. Et ben, pour moi, l'éducation nationale, c'est vraiment un idéal, j'y crois encore, et je l'ai quittée sans amertume, vraiment, en me disant d'ailleurs, ben, pourquoi pas, si vraiment, c'est trop dur d'être à mon compte, ben, je n'excluais pas, l'idée d'y retourner. Et en fait, je me suis dit que c'est un peu comme, cette pote qu'on a et qui fait que des mauvais choix. Et on se dit que elle a du potentiel, qu'elle a tout ce qu'il faudrait pour réussir, que franchement, voilà, enfin, c'est quelqu'un de top, mais qu'elle choisit toujours, je sais pas, soit les mauvais mecs, soit les mauvaises fréquentations ou les mauvais choix de dépenses ou les mauvais choix pro. Et qu'on se dit: «Mais pourquoi elle fait ça?» Et qu'on la voit se planter, on la voit aller dans le mur, on essaye un peu de la raisonner, mais en fait, ça fonctionne pas, on se sent un peu impuissant. Et donc on est contente de pas être, la coloc de cette personne et de pas dépendre de sa gestion financière, mais néanmoins, c'est quand même notre pote, on la kiffe, on est là pour elle, on l'écoute quand il y a besoin. Voilà, c'est comme ça que je vois l'éducation nationale. Quand je l'ai quittée, j'ai eu beaucoup de culpabilité, l'impression de peut-être, manquer de courage pour rester, de quitter le navire en laissant les autres en galère, et cetera. Et puis, ma psy m'a dit à l'époque: «Ah oui, je vois une psy et j'estime que c'est une obligation pour moi qui accompagne les autres de continuer de travailler sur moi». Donc ma psy, hem
m'a dit que j'étais pas obligée de rester à jouer du violon sur le bateau qui coule comme dans le Titanic, et que je pouvais aussi être bien utile aux personnes à bord à conduire des canoës de sauvetage. Et je trouve que l'image m'a plu. Alors je sais pas si je filerais la métaphore pour tout, mais en tout cas sur le moment ça m'a aidé de me dire ça, que c'est pas parce que j'en sors que je contribue plus et que j'y crois plus. C'est juste que moi je vois pas plus ce que je peux y faire pour ce que je veux apporter. Mais en même temps, j'ai envie que ça continue de fonctionner, j'ai envie que les gens y restent, j'ai envie que les gens s'y sentent bien. Donc voilà un peu comment je vois l'éducation nationale, comme une amie, mais une amie qui fait pas toujours les bons choix, mais que j'aime quand même. Autre question qu'on m'a posée: que penses-tu de la réussite de nos élèves? Bon, vaste question qui pourrait nécessiter plusieurs épisodes de podcast pour en parler, mais pour moi, la réussite des élèves, c'est surtout une réussite personnelle, plus qu'une réussite scolaire ou professionnelle, parce que ça peut fluctuer et ça peut ne même pas être en concordance avec ce que la personne a envie de vivre. Et je me dis qu'on fait partie d'un parcours en tant que prof, et que la réussite des élèves, elle ne peut pas reposer que sur les enseignants, et qu'on ne peut pas se dire qu'elle repose sur nous. On ne fait qu'y contribuer du mieux qu'on peut, sans en voir les effets la plupart du temps. Et donc, même si la réussite scolaire, elle est sur toutes les lèvres et même sur les miennes, hein, je pense que réussir, c'est surtout réussir à avancer, réussir à progresser, et surtout à se voir avancer et à se voir progresser. Sinon, si on ne se sent pas en réussite et qu'on ne se voit pas progresser, c'est compliqué et on n'a plus envie, on perd sa motivation. Et donc voilà, je pense que la réussite scolaire ou professionnelle, c'est déjà d'avancer, de progresser, de grandir, quel que soit le point de départ, quel que soit d'où on part, et de se voir aller vers quelque chose qui nous plaît, dans lequel on se sent bien. Et c'est aussi ça que je souhaite aux profs à l'échelle de leur carrière. C'est-à-dire que réussir, c'est vraiment, pour moi, se sentir capable de faire face, se sentir capable d'apprendre, se sentir capable de progresser. Et il n'y a pas une seule façon de réussir. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs bien du mal à définir ce que c'est que la réussite, à définir ce que c'est que la réussite scolaire. Et donc, comme on n'arrive pas à la définir, mais qu'on se la met comme objectif sur nos épaules, qu'on doit faire réussir les élèves, eh bien, on n'arrive pas non plus à se sentir satisfait ou satisfaite de ce qu'on fait au quotidien, parce qu'on n'a pas défini ce que c'est que cette réussite scolaire. Et donc, pour moi, ce que j'ai envie de me dire et ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, la réussite des élèves, mais notre réussite aussi professionnelle, c'est vraiment réussir à faire un peu mieux que la veille, réussir à avancer et à progresser et à s'autonomiser aussi, pour pouvoir continuer d'avancer et de progresser ensuite. Dernière question à laquelle je vais répondre, c'est: quelle est la plus grosse transformation d'une cliente que tu as observée en coaching? Eh bien, je ne sais pas si j'ai une transformation en particulier à révéler, parce que finalement, tous les coachings mènent à du changement, mènent à de la transformation, parfois intérieure, parfois à de la vraie transformation tangible dans sa vie. Et peut-être que ce qui pourrait être le plus notable pour moi, ce seraient les personnes qui sont venues me voir pour ne plus être prof, et qui sont finalement repartis en voulant encore plus être prof, et même pour certaines en ayant envie d'accompagner ou de former les profs, et sans aucune comment dire, c'est pas moi qui les ai convaincus de quoi que ce soit, c'est vraiment des prises de conscience à force de prendre un peu de recul et de se poser certaines questions. Et on pourrait dire que c'est une grosse transformation, mais peut-être que c'est juste une prise de conscience de ce que ces personnes avaient déjà au fond d'elles, et que ça l'a juste révélé, et que ces personnes, elles ont pu en prendre conscience. Après, j'ai aussi accompagné il y a longtemps, au tout début, et quelqu'un qui, à l'inverse, venait se faire coacher pour mieux faire son travail de prof et de directrice, et qui finalement a décidé que en fait, ça n'épanouissait pas tant que ça, et qu'elle s'épanouirait mieux dans un autre métier, et qu'elle a changé de voie, changé de voie.
Donc c'est peut-être les transformations qui m'ont le plus étonnée plus que des plus grosses transformations. Voilà, mais tous les coachings, tous les accompagnements mènent à des transformations et quand on vient se faire coacher, on a déjà envie en fait de transformer quelque chose. Donc je sais pas si j'arriverai à répondre mieux à cette question-là. Donc, cet épisode, il ressemble un peu au titre du podcast. Je vous ai raconté plein de trucs en vrac, des trucs de prof, des trucs d'ex-prof, des trucs de coach, des trucs de moi, des trucs qui sont les miens et finalement qui vont peut-être être un peu des vôtres ou qui vont peut-être un peu résonner pour vous. Je suis contente d'avoir pu vous parler un peu de tout ça, de ces apprentissages de ces dernières années. Voilà, c'était en vrac, mais j'espère que cet épisode vous aura quand même été utile, apporté de la satisfaction, des idées, des réflexions ou au moins assouvi votre curiosité. Donc pour finir, comme promis, mon petit cadeau pour vous qui m'aurez écouté jusqu'au bout. Donc je vous donne accès à 10 € au programme Archétype de prof avec le code podcast 200, tout en majuscule, podcast 200, pour y accéder à 10 €. Et si vous avez envie de soutenir le podcast parce que vous le kiffez et que vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, il y a 3 choses que vous pouvez faire. Déjà, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Il y a souvent une petite cloche. Parfois, c'est une petite étoile selon les plateformes et une petite cloche pour pouvoir être abonné et recevoir les nouveaux épisodes, une petite notification à chaque fois qu'ils paraissent. La deuxième chose, c'est que toujours sur votre plateforme d'écoute, vous pouvez laisser des étoiles et un petit commentaire. Vraiment, ça contribue à rendre le podcast plus visible et comme commentaire, vous n'êtes pas obligé de vous étaler. Si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez juste mettre super podcast, c'est déjà pas mal. Et puis vous pouvez aussi partager votre épisode préféré à un collègue ou à une collègue ou à toute votre équipe même pour faire connaître le podcast. Et si jamais vous croisez mes publications sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à réagir, même mettre un pouce, mettre un cœur, mettre un emoji en commentaire, republier, repartager si vous avez envie. Mais c'est vraiment du soutien pour tous les créateurs et toutes les créatrices de contenu de manière générale parce que c'est ce qui donne aussi plus de visibilité au contenu. Il y a tellement de choses, parfois finalement qui nous plaisent pas tant que ça. On laisse un petit cœur et puis parfois il y a d'autres choses pour lesquelles on se dit tiens, ce serait bien que d'autres personnes le lisent, l'entendent ou l'écoutent. Si en tout cas vous estimez que ce que je partage mérite de plus de visibilité, ça fait partie des choses que vous pouvez faire pour soutenir ce contenu. Voilà, je vous laisse choisir ce que vous voulez faire, la petite cloche, les étoiles, les commentaires ou tout ça à la fois. Je vous remercie pour votre écoute et puis comme je le dis depuis l'épisode 16 et c'était d'ailleurs en hommage à Christine Renon, prenez soin de vous. Bye bye.